Bonsoir, Bonsoir, au port autonome de Conakry, la nuit tombée, c'est le noir, le manque de lumière déprime les acteurs portuaires et c'est dans le noir de la nuit que se font les opérations de manutention. Fodé Camara est allé sur place. Les travaux sur l'identification numérique et l'intégration en Afrique de l'Ouest ont pris fin à Conakry. Le programme est baptisé Ouri et c'est la Guinée et la Côte d'Ivoire qui l'expérimentent. Décryptage dans un instant. Nous irons à Bofa, en image le port du Dominia. C'est l'un des premiers sites négriers de l'Afrique de l'Ouest. Au port, on retrouve encore des murs datant de cette période, mais le site se dégrade considérablement. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, lecture d'une série de messages adressés au chef de l'État. 14 septembre 2018, cher président Condé, au nom du peuple des États-Unis, j'adresse mes vœux les meilleurs à vous et à tous les Guinéens. Votre leadership en Guinée et dans toute la région a été précieux et je suis reconnaissant pour notre partenariat. Vos opinions sur la démocratie, l'état de droit, le libre marché et la sécurité contribuent aux évolutions globalement positives en Afrique. C'est une période passionnante pour le continent. Ces évolutions favorables offrent la promesse de prospérité et de paix future que souhaitent les Guinéens et tous les Africains. Joyeux 60e anniversaire de l'indépendance à la Guinée de la part du peuple des États-Unis. Cordialement, Donald Trump, à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République. Et puis cet autre message du Royaume d'Arabie Saoudite, Palais Royal. Excellence, Monsieur le Président, cher frère professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Excellence, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de votre pays, nous avons l'honneur d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'à notre nom, les sincères félicitations et meilleurs vœux de santé et de bonheur et au gouvernement et au peuple frère de la République de Guinée, plus de progrès et de prospérité. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de nos salutations et considérations distinguées. Le serviteur des deux saintes mosquées, Salman ben Abdul Aziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite. Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale à son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, j'ai l'agréable plaisir de vous adresser à mon nom propre et au nom du peuple libyen les sincères félicitations et les meilleurs vœux, tout en souhaitant pour vous la pérennité de la santé et du bonheur, ainsi que plus de progrès et de prospérité pour le peuple ami de la République de Guinée. En vous félicitant à l'occasion de la fête nationale, nous réaffirmons à votre Excellence notre totale disponibilité d'œuvrer ensemble pour la réalisation des intérêts communs de nos deux pays amis. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, ma très haute considération. Tripoli, 2 octobre 2018, Faiz Moustara Assiraj, président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale. Message de félicitations à son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée-Conakry. Excellence, la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser les vives et chaleureuses félicitations à votre Excellence, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de votre pays. Convaincu que les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, ayant l'histoire de 60 ans, à travers l'indépendance de Guinée, se développeront et s'élargiront davantage, je saisis cette même opportunité pour vous exprimer mes souhaits de grand succès dans la lutte du peuple de Guinée pour l'édification d'une Guinée émergente. Très haute considération, Kim Jong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée. Et puis ce message de M. Alain Berset, président de la Confédération suisse,
Adressé à son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée le 2 octobre 2018. Berne, le 1er octobre 2018, son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée-Conakry. À l'occasion de la fête de l'indépendance de la République de Guinée, je suis heureux d'adresser à votre Excellence, au nom du Conseil fédéral et à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations. Permettez-moi de formuler mes vœux les plus sincères de bonheur et de prospérité à votre pays, ainsi que de santé et de réussite à votre égard. Je tiens à réaffirmer la valeur que mon pays attache au développement des liens de confiance et d'amitié avec la République de Guinée, et je veux exprimer notre volonté de resserrer encore ces liens privilégiés à l'avenir. Je prie votre Excellence d'agréer l'assurance de ma haute considération à Alain Berset, président de la Confédération suisse. Ce qui concentre l'attention ce soir, je vous l'annoncer en titre, et pour commencer, on va s'arrêter au port autonome de Conakry. Là-bas, et vous allez le voir, les mâts d'éclairage sont en veilleuse. Le travail la nuit reste un exercice difficile pour les acteurs portuaires. Les opérations de manutention, par exemple, se font quasiment dans le noir, et cela fait perdre au port des points, comme le montre ce reportage de Fodé Camara. En ce dernier jour ouvrable de la semaine, il est 20 h. La rentrée principale du port autonome de Conakry est toujours très animée. Des barrières et autres dispositifs sont mis en place pour le respect scrupuleux du code ISPS de sécurité des navires et des installations portuaires. Face à l'application de cette exigence internationale, la principale insuffisance est liée à l'obscurité qui est omniprésente au niveau de plusieurs terminaux. Les mâts d'éclairage sont en veilleuse ou même inopérationnels. Principale conséquence, la nuit, le terminal conventionnel tourne au ralenti. L'une des recommandations des gardes-côtes américains est d'éclairer le port afin d'obtenir un maximum de sécurité. Et vous savez, s'il n'y a pas de sécurité dans un port ou si le port n'est pas certifié code ISPS, ça augmente le coût de fret. Parce que les navires qui doivent venir doivent couvrir des risques. Ils doivent assurer ces risques-là. Et plus le fret augmente, plus le coût de passage porteur augmente et plus ça peut se répercuter sur le panier de la ménagère. Donc, ça c'est la première exigence. La deuxième exigence est d'assurer l'opérationnalisation du port 24 heures sur 24. Si le port doit tourner 24 heures sur 24, ça veut dire que le jour doit être comme la nuit. Nous pensons qu'avec El Bayrak, nous aurons un port électrifié, un port moderne, équipé des caméras de surveillance et de haute technologie pour faciliter non seulement le passage de la marchandise, mais aussi renforcer la sécurité et la sûreté des navires et des installations portuaires. Les acteurs portuaires sont obligés de se contenter de l'éclairage des navires. Le reste, c'est la pénombre. Au-delà de l'impératif d'extension, l'un des freins à la fluidité du trafic est lié au manque d'éclairage. Le port est prêt à répondre aux attentes parce que nous partons un peu vers la sûreté et la sécurité. Les usagers du port ne peuvent pas travailler dans l'obscurité. Donc le port doit être éclairé 24 heures sur 24 parce que le port est ouvert 24 heures sur 24 parce que les opérations de manutention sont effectives 24 heures sur 24. Donc toujours c'est pour minimiser le temps d'attente à rade et minimiser les surcharges au niveau des opérateurs économiques. Dans ce registre, le groupe turc Al Bayrak prévoit la mise en place d'un système d'éclairage et de surveillance conforme aux normes afin de faciliter les opérations nocturnes de manutention avec des mâts de 35 et 50 mètres. Et puis cette bonne nouvelle pour les usagers de la route Kissidougou-Guékédou, les travaux seront bientôt lancés entre Badala et Guékédou Centre, un trajet de 18 km difficilement praticable. On le fait parfois à la peur au ventre, surtout pendant les grandes pluies, mais tout cela sera bientôt oublié. Le tronçon sera reconstruit par l'entreprise Guicopress et son partenaire tunisien ETEP. Sur place, une reconnaissance du site est effectuée et cela rassure les riverains. Bernard Tunguino.
Après 63 km de chaussée entraînante entre Kissidougou-Guékédou, le calvaire surprend le voyageur à 18 km de la rentrée de la ville de Guékédou. Véritable parcours de combattants de plus en plus dégradé. Sur le site, les techniciens des entreprises Gigopress et ETEP sont en visite de terrain. Une opération de reconnaissance en prélude au démarrage imminent des travaux de reconstruction. Nous sommes là pour préparer l'éventuel démarrage des travaux, pour planifier ce démarrage. Nous, entre-temps, on a pris l'initiative de venir ici, prospecter la zone, trouver les gîtes pour les emprunts, voir les difficultés d'exécution, trouver la carrière, identifier la carrière pour la roche massive pour les concasser. La marque ETEP Gigopress souhaite mettre en place, c'est la qualité des travaux. C'est de pouvoir exécuter ce marché dans les règles de l'art et pour satisfaire non seulement les usagers, mais aussi faire comprendre au ministère des Travaux publics aujourd'hui, qui est le maître d'ouvrage, que ce groupement est à leur côté pour les accompagner dans la réalisation des travaux publics. Financé par la Banque islamique de développement à plus de 181 milliards de francs guinéens, ce lot 3 de la nationale numéro 2 sera réalisé en 24 mois selon le délai d'exécution. La nouvelle relance l'espoir chez les populations riveraines désespérées depuis des années par la dégradation poussée de cette route. Non, on est content de ça même. Si la route est rangée, on est content de ça. Parce qu'il y a trop de souffrance. Les chauffeurs ils souffrent, les passagers souffrent dans la route comme ça là. C'est pas bon pour nous. La reconstruction de cette partie restante du tronçon Kissidougou-Guékédou devrait permettre de désenclaver davantage la cité de Tiendena-Dembadouno. Une ville qui se relève progressivement des séquelles des attaques rebelles de 2000 et du récent passage de l'épidémie Ebola. Aussi dans l'actualité nationale, fin de l'atelier international sur l'identification unique pour l'inclusion des populations et l'intégration régionale. Le programme touche dans sa phase pilote la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et la rencontre de Conakry s'est fixé le défi de mettre en place un registre national de la population et de l'état civil. Le projet baptisé Ouri. Qu'est-ce que c'est? Élément de réponse dans ce reportage de Moussa Komara. C'était une rencontre de haut niveau et de partage d'expériences pour aider la Guinée et la Côte d'Ivoire à mettre en place un système d'identification unique et d'inclusion des populations. Les expériences réussies en Namibie, au Pérou et en Inde ont permis à l'unité de gestion du projet de comprendre tout l'enjeu, de l'enregistrement de la marque à l'interopérabilité en passant par la délivrance des preuves d'identification. Tout a été passé en revue. Nous avons eu ici en fait diverses expériences, le Pérou, l'Inde et puis la Namibie. Voyez-vous, tout ce monde déjà qui a entamé ce processus d'identification moderne, donc nous ont dit voici ce que nous avons fait. Il appartient certainement à chaque pays qui déjà prend le chemin de la modernisation de l'identification, de tirer les leçons, de prendre ce qui est bon. Nous allons capitaliser ces expériences-là, mais nous allons aussi, en Guinée, les partager et les disséminer au-delà de Conakry. En août déjà, nous avions eu un atelier de réflexion à Boké et nous reproduirons ce type d'atelier dans toutes les capitales régionales, même au-delà. Parce que puisqu'il s'agit de l'homme, il faut aller là où il se trouve. Et comme vous le savez, la grande partie de la population guinéenne n'est pas dans les capitales, mais se trouve plutôt dans les régions, dans les villes et les villages de l'intérieur du pays. C'est là qu'il faut aller si nous voulons capturer l'essentiel de la population. Cette identification est un facteur d'inclusion de toutes les entités sociales des pays pilotes. Aucun citoyen ne sera oublié, rassurent les initiateurs de ce projet. Les spécialistes associés proposent des batteries de mesures pour la sécurisation des bases de données et le succès de l'opération. Ce sera à l'image du recensement pour les élections. Ce sera donc en fait des inscriptions et donc la prise d'empreintes biométriques sécurisées et éventuellement donc dans le processus d'identification. Là, il y a la reconnaissance faciale, il y a la prise de l'iris. Ça, c'est pour vraiment sécuriser de façon précise l'identification des personnes et donner un numéro d'identification qui va permettre à chacun de disposer des services de base, des services sociaux de base,
tels que les centres de santé, etc. etc. Donc c'est un facteur de développement. Ce projet URI est soutenu par la Banque mondiale et la CEDEAO. Une idée de la facture, 317,1 millions de dollars américains. Sur cette tribune, partenaires et autorités guinéennes réitèrent à nouveau leur volonté de concrétiser ces programmes qui vont inspirer les autres pays de l'espace CEDEAO. Pour notre part, je voudrais vous rassurer que la primature ne ménagera aucun effort pour rendre opérationnelle l'unité de gestion de ce projet créé au sein de notre institution. Monsieur le Premier ministre a signé l'arrêté portant nomination du coordinateur national du projet URI comme pour démontrer son engagement personnel à soutenir ce programme structurant, inclusif et intégrateur. Nous, la Banque mondiale, sommes là pour vous accompagner en tant que partenaire. Je réitère ici, une fois de plus, mesdames et messieurs, l'engagement continu de la Banque mondiale à ce projet. Dans les jours à venir, des équipes techniques seront déployées sur le terrain. Leur mission, sensibiliser les cibles afin d'atteindre les objectifs escomptés. Le projet débute en 2018 pour une durée de 6 ans. Et puis ce plaidoyer des professionnels de la santé pour le décaissement du budget du ministère, celui-ci passe de 5 à 8% en 2018, pendant que les centres de santé manquent de provisions. Conséquence, la prise en charge de certains malades reste un exercice difficile pour le corps médical. L'occasion pour la commission santé de l'Assemblée nationale, société civile et des partenaires techniques de travailler sur comment décaisser à temps le montant alloué au secteur de la santé. Younoussa Tawel Kamara. La commission santé de l'Assemblée nationale et ses partenaires techniques et financiers multiplient les efforts pour améliorer la performance du système de santé. Grâce à leur engagement, le budget du ministère de la Santé passe de 5% à 8% en 2018. Mais dans le processus de décaissement, il existe quelques difficultés, d'où la tenue de cette rencontre de réflexion sur cette question essentielle. La santé a un coût. Donc, pour arriver aux objectifs désignés, il faut premièrement prioriser les problèmes de santé parce qu'il s'agit de la vie des gens. Deuxième problème, le décaissement au ministère de la Santé ne peut pas suivre les règles de procédure bureaucratique mises en place. Il leur faut un guichet spécifique qui leur permet d'entrer vite en contact de leur budget pour prendre en charge surtout des malades urgents qui sont en hémodialyse, des accidents traumatiques, des accidents vasculaires cérébraux. L'Assemblée nationale avait fait le plaidoyer pour le ministère de la Santé pour que le budget soit augmenté à 8%. Et le décaissement n'était pas fait à 100%. Donc de ce fait, il faut appuyer du côté de l'Assemblée nationale, mais aussi du ministère de la Santé, pour que les services de la santé soient améliorés. La commission santé de l'Assemblée nationale sollicite l'implication du ministère de l'économie et des finances pour diligenter le décaissement du budget du ministère de la Santé. Cette action pourrait faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux différentes structures sanitaires de notre pays. Notre rôle, c'est d'abord nous battre, d'abord pour l'augmentation, n'est-ce pas, du budget. Ensuite, nous pouvons intervenir auprès, n'est-ce pas, des départements concernés donc par le décaissement, le ministère des Finances, le ministère du Budget. Nous pouvons intervenir afin qu'ils facilitent, n'est-ce pas, le décaissement. Cette initiative des élus du peuple et ses partenaires vise à améliorer la performance du système de santé en Guinée. Je vous emmène dans un petit village de l'Insan, on l'appelle Walia. Là-bas, et vous allez l'entendre, le projet de filets sociaux a changé la vie de plusieurs villageois, une cinquantaine de ménages selon les chiffres officiels, et cela depuis 5 ans maintenant. Un programme de la Banque mondiale pour lutter contre la pauvreté dans des zones parfois reculées. L'heure est à l'évaluation du projet. Abdul Karim Kamara, Mamadou Alpha Baldé. Après le lancement des filets sociaux productifs, environ 149 districts ont bénéficié du programme.
À travers des actions d'intérêt communautaire, de nombreux citoyens aux revenus faibles ont bénéficié d'une rémunération régulière durant la période d'exécution du projet dans leur localité. Dans le district de Walia, à l'Insan, les filets sociaux font des heureux. Le projet a permis à 49 ménages de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. J'ai 2 enfants qui avaient abandonné l'école, mais à travers ce projet et l'argent qu'ils me donnent, j'ai pu les remettre à l'école. Aujourd'hui, nous sommes organisés en groupement et nous produisons beaucoup. Ça nous permet de subvenir à nos besoins et même faire des épargnes que nous déposons à la banque. C'est une fierté pour nous aujourd'hui de constater que ces ménages bénéficiaires qui ont reçu ces fonds de ce projet-là ont réussi à faire quelque chose avec ce montant. Donc d'une manière ou d'une autre, en les écoutant, on comprend un peu qu'il y a eu une certaine amélioration sur leurs conditions de vie. L'idée est de créer des groupements productifs et permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge à travers des projets générateurs de revenus comme la saponification et l'agriculture. Pour s'enquérir de l'impact réel des filets sociaux sur ces populations cibles, une mission de la Banque mondiale, principal bailleur du projet, échange avec les bénéficiaires du programme. Nous pensons que ce genre d'investissement-là ont un impact très positif sur le long terme en termes de réduction de la pauvreté. Et s'ils sont répliqués à l'échelle dans tout le pays, pourraient avoir effectivement un impact très positif sur les questions d'amélioration du capital humain et aussi de développement en règle générale. Après la visite de terrain, les émissaires de la Banque mondiale s'entretiennent avec les responsables du projet au niveau national. Au cœur des discussions, le mode de paiement des bénéficiaires, la stratégie d'accompagnement des groupements et les activités et prochains défis du projet. En bref, le BBA Jazz National s'est produit ce samedi au domicile de Adja Henry Touré, l'ex-première dame de Guinée, une cérémonie festive qui a connu la participation de plusieurs personnalités du pays, dont Adja Diané Condé, première dame de la République. Nous reviendrons en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions d'information. Et puis vous la connaissez, notre rubrique La Guinée en bref, une compilation de l'actualité nationale proposée par Abdoulaziz Baldé et commentée ce soir par Mamadou Paté Baldé. Malgré leur diversité sociopolitique, les Guinéens ont fêté dans l'apothéose comme un seul homme l'an 60 de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Pour la réussite de l'événement, la Commission nationale d'organisation des festivités n'a négligé aucun aspect. Au lendemain de la fête du 2 octobre 2018, les membres de cette structure nationale se concertent pour faire le bilan des travaux abattus. Monsieur le Président de la République n'a pas manqué de faire relever à l'attention des organisateurs qu'il recevrait des amis, des chefs d'État, d'éminentes personnalités et qu'il faudrait absolument en tenir compte. Autrement dit, la moindre faille ne devrait pas être relevée. Aujourd'hui donc, la Commission nationale d'organisation des festivités du 60e de l'indépendance nationale s'est retrouvée au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour tirer les leçons de cet événement, voir ce qui a marché, ce qui ne l'a pas été, pour qu'à l'avenir, évidemment, on puisse aller encore à beaucoup plus de perfection. Les travaux de l'atelier sur la mise en œuvre du traité du commerce des armes ont pris fin ici à Conakry. Durant 2 jours, les parlementaires des États de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont échangé sur des questions liées au commerce des armes. À l'issue des séances de réflexion sur ce fléau, un réseau de parlementaires ouest-africains a été mis en place. Ce réseau est dirigé par l'honorable Adja Diané Sarang Kamara, député à l'Assemblée nationale. La circulation des armes légères provoque beaucoup de conflits et beaucoup de guerres. Quand on sait que 600 millions d'armes circulent dans le monde et que sur 49 guerres majeures, 47 sont entretenues, exercées par les armes légères.
Alors nous nous sommes dit qu'il fallait, en tant que représentants du peuple, vraiment trouver les voies et moyens pour éliminer, pour apporter notre contribution dans le cadre de la lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères. Ils sont 36 nouveaux avocats à grossir les rangs de la famille judiciaire guinéenne. Ces jeunes ont été retenus au terme d'un test professionnel organisé par le barreau de Guinée au mois d'août dernier, après des années de stage. Comme le veut la tradition, les lauréats prêtent serment devant la cour. Avec ce serment, ils prennent ainsi l'engagement de respecter les principes qui gouvernent le métier. Notre souci est qu'il n'y ait pas une seule juridiction dans ce pays où on ne peut pas constater la présence d'un avocat. Nous estimons que lorsqu'un avocat est devant un juge, devant un tribunal, il l'aide à rendre de bonnes décisions. L'autonomisation des jeunes demeure l'une des priorités du ministère du tutelle. À travers la Direction nationale de l'emploi jeune et ses partenaires, 5 futurs entrepreneurs sont sélectionnés par le Youth Connect à Kigali au Rwanda. Un rendez-vous d'échange qui aura lieu du 8 au 10 octobre 2018. L'initiative vise à réduire le chômage des jeunes et la lutte contre l'immigration clandestine. Devant ses partenaires, ces lauréats s'engagent à honorer la Guinée. On ne parle que des jeunes qui ne croient pas en la Guinée, aux jeunes qui veulent partir illégalement en Europe au risque de mourir. Donc là, on a 5 jeunes qui pour nous sont des ambassadeurs, à savoir des jeunes qui ont envie de réussir en Guinée et qui ont déjà commencé à réussir en Guinée pour dire qu'il est possible d'être jeune en Guinée, de réussir, de s'investir. Donc ce sont aussi des modèles qu'on veut montrer aux jeunes pour qu'ils servent de repères et de références, parce qu'il est important aussi de donner de l'espoir aux jeunes en Guinée. Donc voilà les 5 ambassadeurs que nous avons le plaisir d'accompagner à Kigali pour montrer qu'en Guinée, les jeunes ont envie de réussir chez eux, de rester et de pouvoir être autonomes. Depuis le lancement du programme de renforcement de la gouvernance des migrants en 2017, l'Organisation internationale pour les migrations a accueilli près de 10 000 Guinéens retournés au pays. Ces chiffres qui montrent l'ampleur du phénomène ont amené l'OIM à mettre en place le projet intitulé « Le migrant comme messager ». Financé par l'Union européenne, ce projet vise à renforcer la sensibilisation à tous les niveaux sur les dangers de la migration à travers l'implication des médias de proximité du pays, comme ici à Mamou. Un programme financé par les Pays-Bas qui a un double objectif. D'une part, mobiliser les migrants de retour dans le cadre de la sensibilisation contre les migrations irrégulières, parce que de notre point de vue, le témoignage de ces migrants est beaucoup plus audible que n'importe quel autre discours sur la migration. Et d'autre part, renforcer le partenariat avec des médias de proximité comme les radios rurales. À Kouroussa, le bureau préfectoral des orpailleurs vient de bénéficier de nouveaux sièges. Le geste est de la société Kassidi. Ce nouveau bâtiment vient combler les attentes de ces orpailleurs en matière d'infrastructure. La remise des clés de cet édifice aux bénéficiaires s'est déroulée en présence de plusieurs cadres préfectoraux et les travailleurs de la société. Je vous le disais en titre, allons à Dominia, un petit village de Bofa où la première école de Guinée fut construite, la première église également, mais pas seulement. Cette petite cité est aussi l'un des premiers centres négriers d'Afrique où se faisait le commerce d'esclaves, un site qui pourrait attirer des millions de touristes s'il était mis en valeur, mais il est à l'abandon et le port négrier où on retrouve encore des murs datant de cette période est anarchiquement occupé. Les autorités veulent sauver le site. Comment? Témoignage en images dans ce reportage de Francis Collier. À Dominia, dans la préfecture de Bofa, s'est pratiquée la traite des Noirs. Nous sommes au XVIIe siècle. Des hommes, des femmes, jeunes et enfants ont été vendus sur les côtes du Rio Pongo comme de simples objets pour une destination inconnue. À mon entendement et à ma connaissance historique, je sais que Dominia est un site historique, un site négrier. C'était le site le plus prisé à partir de Farinha. Car là, le nègre vendu par les commerçants, les flibustiers, l'homme était vendu cher. Un noir contre un fusil. Une femme qui a 45 kilos contre une malcantine. Ou bien contre des tissus
de Nantes. Les enfants à bas âge, qui avaient 17 ans, 18 ans, étaient payés contre la liqueur de grâce. C'est pénible d'entendre ça. Les traces de cette histoire sont en train d'être effacées par l'activité humaine. Et puis, des sociétés de pêche sont installées là avec des autorisations du ministère de la Pêche et des autorités locales. La préfecture s'était interposée parce que pour avoir accès à l'eau, il faut forcément traverser le DPM. En temps normal, le DPM sur ces bras de mer, là, c'est 50 mètres à partir du niveau d'eau les plus élevés. Nous avons mesuré, nous avons constaté qu'ils étaient sur le DPM, on a arrêté les travaux. À leur retour, ils ont envoyé une concession faite par le ministère de la Pêche pour 25 ans de contrat. Et je crois, si j'ai dans le document, je crois que c'est 30 millions par mois, ce qui fait peut-être 6 millions par an. Dans le souci de préserver ce site comme un patrimoine historique et culturel, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et celui des investissements et des partenariats publics et privés sont allés constater la réalité. C'est des sites qui sont en train d'être détruits. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont autorisé à venir y mener des activités destructrices non seulement de ces sites mais aussi de l'environnement. Et je pense que nous allons prendre ensemble avec les ministères concernés, que ce soit celui de la pêche, celui de la culture et également du tourisme, pour voir dans quelle mesure nous pouvons rapidement sauvegarder tous ces sites. Et la Guinée est le pays qui regorge le plus de sites négriers. Et je pense qu'en valorisant tous ces sites, avec la route de l'esclavage qui est bien connue, nous pourrons en tirer non seulement des bénéfices économiques, mais aussi des bénéfices sociaux. Nous sommes un pays ouvert à l'investissement et nous souhaitons l'investissement parce que ça aide à la croissance économique. Mais nous souhaitons des investisseurs qui respectent les lois guinéennes, et le code des investissements est clair que tout investisseur qui est en Guinée, qui opère ici, doit respecter nos textes en vigueur et doit faire des investissements responsables. Et ce que nous avons constaté est très désolant. Nous souhaitons vraiment qu'on y voit plus clair et qu'on mette fin à ces destructions de sites historiques. Un projet de recherche archéologique est en cours pour reconstituer l'histoire de ce port négrier de Bofa et réhabiliter le site. Le département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique tient à la réalisation de ce projet. Et puis à la suite du contrôle biométrique du personnel de l'éducation nationale, le gouvernement de la République de Guinée a mandaté l'inspection générale d'État, IGE, pour procéder au contrôle physique des enseignants du primaire, du collège et lycée sur l'ensemble du territoire national. L'objectif de ce contrôle est de maîtriser les effectifs dans le secteur de l'éducation afin d'assurer une gestion plus rationnelle des ressources humaines dans ce secteur prioritaire. Les inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux de l'éducation et les directeurs communaux de l'éducation sont invités à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer à la présente mission de contrôle l'appui et la mobilisation requises. Retour à Conakry avec cette initiative de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'institution compte désormais un centre d'apprentissage de la langue chinoise baptisé Institut Confucius. Le centre a reçu récemment une trentaine de médecins d'une clinique chinoise installée dans le pays. Pour la plupart d'entre eux, c'est le premier contact avec le chinois comme langue. Seydou Bandiaï nous en dit plus. L'Institut Confucius de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, au-delà des étudiants, s'engage à donner les bases de la langue chinoise au personnel de la clinique chinoise Feishui. Le premier cours s'est déroulé à la satisfaction des formateurs et des apprenants. Ces médecins soient plus proches des patients, il faut les offrir une opportunité qui va augmenter la valeur même de l'hôpital, qui va aussi augmenter le niveau de formation de nos étudiants. À l'Institut Confucius pour la formation de ces médecins. Déterminés à apprendre la langue chinoise, travailleurs de cette entreprise médicale Feishui estiment que leur démarche participe on ne peut mieux au renforcement des rapports de coopération entre la Guinée et la Chine. Les Chinois avec le Guinée, on a de longs thèmes de relations familiales, relations amicales. Comme ça, et maintenant avec la coopération qui a renforcée, on a beaucoup plus de fréquences. Il y a beaucoup de sociétés chinoises, d'entreprises qui sont venues en Guinée. On a besoin de beaucoup de communication avec nos partenaires
chinois, nous parlons chinois pour augmenter la qualité de service. On pense que c'est nécessaire pour que tout le personnel apprenne la langue chinoise. L'Institut Confucius de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry ouvre ainsi ses portes à tous les Guinéens désireux d'apprendre et de comprendre la langue de Confucius pour saisir la culture du peuple chinois. Bientôt l'ouverture des classes dans le pays et à Sigiri, la SMD vient en appui à plusieurs établissements scolaires de la localité. La société minière du Dinguiraï met à la disposition des communautés un lot important de kits scolaires. Près de 4000 élèves vont bénéficier de cette assistance d'une valeur estimée à 200 millions de francs guinéens. Le point avec Mamadi Ternaka Misoko. C'est la concrétisation d'une nouvelle promesse de la société minière de Dinguiraï en faveur du système éducatif guinéen. Depuis 3 ans, les élèves et leurs parents sont épargnés des charges liées aux fournitures scolaires au niveau des villages impactés par l'exploitation minière. Pour cette année scolaire, près de 4000 enfants de 15 écoles primaires et collèges des sous-préfectures de Sigrini et de Banora sont les principaux bénéficiaires de ce programme d'assistance sociale de la SMD. Des kits composés de cahiers, de sacs d'écoliers, d'ardoises et autres accessoires. Je crois que c'est une très bonne initiative à saluer et à encourager de la part de la société minière de Dinguiraï. Ça fait 3 ans d'affilée que cette société aide les élèves de quelques écoles publiques de sa proximité en fourniture scolaire à la veille de sa rentrée. Cette belle initiative mérite d'être complimentée, qui allège considérablement les dépenses financières des parents d'élèves en ce moment crucial et qui leur motive à envoyer beaucoup d'enfants à l'école. Moi-même, je suis très soulagé, et tout comme les autres parents d'élèves qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Si ceci là, nous voit avec les kits scolaires là, avec nos enfants, ils auront le courage aussi de mettre les enfants à l'école, plus particulièrement les jeunes filles. Le geste vise à encourager un enseignement de qualité dans ces contrées où l'exploitation minière occupe les esprits de nombreux enfants. Une remise qui coïncide avec la célébration de l'an 60 de l'indépendance du pays. Alors au nom de la SMD, nous souhaitons d'abord féliciter le peuple de Guinée pour ce 60e anniversaire de l'indépendance et on va profiter de cette occasion pour faire des dons pour les écoles en matériel scolaire pour soutenir l'éducation qui est probablement la pierre angulaire de l'avenir. Et dans le but de renforcer la présence de l'État à Lero, un des villages miniers, le commissariat de police et le poste de la gendarmerie sont rénovés. Mes sentiments sont très bons. C'est grâce à la SMD qu'on a eu ce commissariat comme ça. Le bureau, vous les voyez déjà, vous êtes rentré dedans avec des chaises roulantes. Donc tout l'Hérault en parle aujourd'hui. Ces interventions d'intérêt communautaire contribuent de nos jours au renforcement des relations de bon voisinage entre la communauté et la société. Nous revenons sur cette mise au point de la radiodiffusion télévision guinéenne RTG Koloma. Le 2 octobre 2018, notre peuple a célébré dans l'allégresse les festivités de l'an 60 de l'indépendance de la République de Guinée. Avec un grand intérêt, les populations guinéennes et le monde entier ont suivi ces festivités à travers nos antennes de radio et de télévision, notre site internet et ses applications mobiles. Grâce à l'appui de notre département de tutelle, le ministère de l'Information et de la Communication et la Direction nationale de la diffusion, la radiodiffusion télévision guinéenne RTG a assuré la retransmission en direct et en intégralité de cette cérémonie au stade du 28 septembre avec ses équipes et ses propres équipements. Malheureusement, pour jeter l'ombre sur la brillante prestation de la radiodiffusion et de la télévision nationale, certaines sources d'informations abonnées aux rumeurs prétendent que la chaîne nationale a repris et diffusé le signal d'une autre chaîne. La Direction générale de la radiodiffusion télévision guinéenne dément catégoriquement ces fake news. La Direction générale assure qu'en accomplissant sa mission d'informer avant, pendant et après la célébration du 2 octobre, n'aura fait que s'acquitter d'un devoir régalien. C'est pourquoi elle assure le peuple de Guinée de sa disponibilité à le servir tant qu'elle en a les moyens. La RTG est un autre symbole de souveraineté assumée, la Direction générale.
Et puis cette initiative du professeur Hassan Ba qui vient de mettre en place une morgue à Lambaye, en banlieue de Conakry, une première dans le secteur privé, Algassimouba. Située à Lambaye-Bafon en haute banlieue, la clinique Pimel dispose désormais d'une morgue moderne. Elle comprend 2 salles de toilettes funèbres, un magasin et un bureau. Elle est équipée d'une chambre froide de dernière génération constituée de 6 boxes, d'un chariot élévateur permettant de mettre le corps à la hauteur et une table d'autopsie. Un groupe électrogène de 100 kVA assure l'autonomie en courant électrique. C'est une œuvre du professeur Hassan Ba pour être plus près de la population. Tout Guinéen, tout être humain a droit à une bonne sépulture. Donc cette sépulture doit passer obligatoirement par la prise en charge de façon digne et correcte des corps. Donc je pense que cette morgue qui est tout à fait une morgue moderne, qui répond aux normes internationales, va satisfaire ce besoin de prise en charge des corps dans notre pays. Pour le respect vraiment de la dignité humaine, et tous les soins de thanatopraxie que vous connaissez pour les conservations de corps seront effectués ici. La délocalisation de cette chambre froide en haute banlieue est une façon de penser à la population. Pour les professionnels de la médecine, c'est un ouf de soulagement. C'est important qu'on puisse installer une morgue qui a la capacité de pouvoir assurer vraiment la prise en charge des corps dans la banlieue. La particularité de cette morgue, c'est justement des équipements modernes qui répondent justement à toutes les caractéristiques nécessaires aujourd'hui pour une meilleure conservation du corps, mais aussi l'existence d'équipements permettant de faire une autopsie de qualité. La mise en œuvre de cette morgue privée avec une chambre froide moderne est une première en Guinée. La construction a été assurée par l'entreprise Boubacar Diallo et Sœurs pour un délai contractuel de 4 mois. Le coût s'élève à près d'1 milliard de francs guinéens. On termine avec notre rubrique en 60 de l'indépendance nationale. Et ce soir, gros plan sur le CHU. Donc, c'est un grand format signé Diana Yansani. La Guinée a vite fait face aux défis sanitaires. Pour assurer la couverture sanitaire de ses populations, il lui fallait un nouveau centre d'application pour de jeunes apprenants en santé. Donc, sera le 2e centre hospitalo-universitaire après Ignasdine. Professeur Kaba, jeune universitaire installé à Sigiri, est appelé à ouvrir et gérer le futur CHU. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médecins guinéens. Tous les médecins français, De Gaulle les avait rapatriés tous. Les médecins africains qui étaient là également dans le cadre général sont tous rentrés chez eux. Les infirmiers d'État, les sages-femmes, les gens des laboratoires, les femmes, tout le monde est rentré. Donc les Guinéens vraiment n'étaient pas nombreux. Et on était peut-être... il y avait la médecine générale, il y avait pratiquement 2. En chirurgie, il y avait 1 ou 2 Guinéens. Et à la maternité, il y avait moi seul, plus les sages-femmes, etc. Au laboratoire, il y avait le docteur Lama Antoine, un grand biologiste, qui a diagnostiqué le premier le choléra en Guinée. Après, on a fait appel maintenant à des médecins étrangers, à des pays socialistes. Que les Français étaient tous rentrés, médecins, pharmaciens, dentistes, radiologues. De Gaulle les avait tous fait rentrer. Donc, on a demandé à nos amis des pays socialistes de nous aider. Il y avait les Cubains, qui étaient des gens très dévoués. Il y avait les Russes, les Bulgares, les Tchèques, les Hongrois, et même des Arméniens, etc. Là, c'est la maternité, c'est plus tard seulement qu'on a eu des gens pour nous aider, sinon j'étais le seul à l'époque. Donc, elle ne connaîtra pas d'inauguration solennelle. Motivés à bloc, les jeunes praticiens se distinguent à la tâche. Le défi est de livrer un soin de qualité à tous, selon les orientations politiques du pays. La plus grande maladie, c'est le paludisme à l'époque. Bon, plus maintenant, la bilharziose, la fièvre, le choléra est venu plus tard, plus les pneumonies, les hernies, etc., etc. Donc, c'est que vraiment le courant en Afrique.
Et les hernies, beaucoup en brousse, mouraient des hernies étranglées. Les femmes mouraient souvent de tétanos. On vaccinait la Guinée contre la fièvre jaune. On avait donné la Guinée en 4 régions, pas politique, hein, 4 régions pour médicales. Donc, chaque année, on vaccinait une partie. Jusqu'à 4 ans, toute la Guinée est vaccinée contre la fièvre jaune. Et donc, le vaccin est valable pour 10 ans. Donc, déjà, on n'a pas attendu les Blancs pour faire ça, hein, puisque nous avons les mêmes formations qu'eux. Dans la vie, il faut avoir l'initiative. Et là, je dis, là, on a eu quand même à faire des miracles. Bon, là, on était embêtés, c'était pour la psychiatrie. Parce qu'il y avait beaucoup de fous. Mais on a géré ça. J'ai privatisé la médecine. Là, malheureusement, il fallait, parce qu'il n'y avait pas de médecin privé en Guinée, ce qui n'était pas normal. Mais malheureusement, on devait, avec Conté, m'a écouté, on a fait la conférence, on a fait créer, j'ai signé la plupart des arrêtés pour nommer les médecins privés, les dentistes privés, etc. Malheureusement, ça a été mal appliqué par la suite. On fait le serment, qui est très bien, donc il fallait l'appliquer, ne pas faire peur aux malades plus qu'il ne peut, c'est vrai. Et ensuite, les indigents. Il faut faire payer les riches pour soigner les indigents. L'État ne peut pas tout faire, quoi. Des décennies plus tard, l'hôpital Donka est au premier plan de la politique sanitaire du pays. Les services sont diversifiés. Donka atteint les 500 lits disponibles, mais les besoins d'équipement restent énormes. En 2014, l'épisode Ebola vient rappeler l'urgence de qualifier les ressources humaines et de renforcer l'offre de services. Le chef de l'État lance alors un ambitieux projet d'extension et de modernisation de cet établissement symbole de la prise en main de notre souveraineté sanitaire. Avec l'hôpital national Donka, puisque la négociation qui a été faite pour avoir accès à ce niveau de ressources, bien entendu qu'il y a eu beaucoup de plaidoyer, beaucoup de propositions entre le BND et d'autres propositions de financement pour que le fonds saoudien, puisque ça c'est l'Arabie saoudite, et la banque islamique, c'est-à-dire la religion Dieu, accepte de financer l'hôpital Donka. Il a fallu, dans le plaidoyer, que nous annoncions que cet hôpital est un hôpital de pauvres, donc les pauvres populations guinéennes, en disant que ces pauvres populations guinéennes qui n'ont pas accès aux soins, qui ne peuvent pas aller se soigner dans les cliniques privées, qui ne peuvent pas aller à l'extérieur pour bénéficier de soins, et qui pour autant aussi ont besoin des soins de qualité, se soignent dans un environnement où tout est dégradé, puisque les infrastructures étaient dégradées, les équipements vétustes ou même inexistants. Et donc, ces pauvres malades venaient ici pour accéder aux soins. Et nous avions fait le plaidoyer en disant que nous souhaiterons que ces populations qui représentent, en tout cas aujourd'hui, près de 80% de la population a besoin de soins de qualité. Aujourd'hui, ces soins de qualité seront mis à notre disposition. À la fin des travaux, Donka sera un centre de référence sous-régional. La Guinée pourrait ainsi réduire ses évacuations sanitaires. Il y aura un plateau technique avec 650 lits d'hospitalisation. Toutes les spécialités confondues seront à Donka. Bien que vous savez, il y a une complémentarité de spécialités entre Donka et Niasdim, mais je peux vous rassurer que nous n'avons plus besoin en réalité d'évacuation sanitaire, parce que nous évacuons pour des complications dont il n'y avait pas de matériel pour la prise en charge. Il y a un plateau technique de réanimation, de soins intensifs. Il y a 35 blocs opératoires qui seront disponibles, équipés avec tous les moyens de travail qu'il faut pour les professionnels de santé et auxquels le malade va accéder. Les salles communes que vous aviez connues n'existeront plus. Le maximum de lits dans chaque salle, ça sera 4 lits. Le Fonds saoudien et la Banque islamique de développement soutiennent cette rénovation à hauteur de 700 milliards de francs. De l'accueil à la prestation, en passant par le suivi médical des patients, tout change à Donka. Si hier, c'était un rêve pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Le financement, c'est le chef de l'État qui l'a cherché. Il a suivi le travail personnellement.
Et je puis vous dire aujourd'hui qu'à longueur de journée, il est informé de ce qui se passe dans l'avancement des travaux de l'hôpital national d'Onka. Cette année, à l'an 60 de la célébration de notre souveraineté, Donka est le symbole de notre détermination à offrir aux populations un service sanitaire moderne et de qualité. Voilà, c'est tout pour les infos. Je vous retrouve demain à 20h30. Merci de nous regarder à Lambagne, Madina et Tombolia. Restez fidèles à la télévision nationale et retrouvez-nous également sur notre site rtjkoloma.info. Et juste après ce journal, vous suivrez la suite de la célébration des festivités du 2 octobre à l'intérieur et à l'extérieur du pays dans notre rubrique spéciale 160. Bon week-end et bonsoir.